Bonjour Caroline Roux. Nous allons parler de votre livre, mais d'abord tout de même un mot sur ce qui est sans doute l'image de la nuit. Des rassemblements contre la loi de sécurité globale et en particulier contre l'article 4 qui sanctionne la diffusion d'images de policiers. Est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'une mise en cause des libertés publiques comme on l'a entendu hier soir ? Mais il faut faire attention, vous savez que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quand même 2 siècles, il y a le droit pour tout citoyen de demander des comptes à tout agent public de son administration. Donc c'est un principe fondamental. Donc il est normal que les policiers qui font un métier très difficile, qui eux doivent mesurer l'exercice de la violence dite légitime, c'est-à-dire que quand ils font œuvre de répression, ils ne peuvent pas aller trop loin, mais en même temps, il faut trouver le point d'équilibre. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu aujourd'hui une sorte de mouvement d'opinion publique qui a dit c'est aller trop loin. Le défenseur des droits. Justifié, à votre avis ? Écoutez, il y a eu des excès de part et d'autre. C'était très difficile pour les policiers, mais c'était aussi très dur pour tous ceux qui ont été blessés. Il y a eu des milliers de blessés pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc il est normal qu'il y ait une autorité qui dise ça c'était légal, ça c'était illégal. Et pour ça, le défenseur des droits qui fait ce travail-là dit nous avons besoin de pouvoir vérifier ce qui se passe. Donc d'une certaine manière, on est arrivé à un point d'équilibre. Et donc le remettre en cause est un problème pour moi. Et je pense que ces propositions ne sont pas du tout constitutionnelles. Les restaurateurs, les patrons de théâtre, les salles de sport, les cafetiers sont sans perspective d'ouverture. On leur parle parfois, d'après les fêtes, du 15 janvier, voire de début février. Le gouvernement leur dit « ne vous inquiétez pas, le gouvernement sera à vos côtés » et annonce sans doute une nouvelle salve d'aide. Est-ce que c'est suffisant ? Les aides, d'abord, ce sont des mots, ce ne sont que très rarement des actes, puisque le temps s'écoule pendant ce temps-là. Tous ceux qui sont tous ces commerçants, qui ont mis leurs économies, qui ont mis leur vie, vous voulez dire qu'ils ne les ont pas, les aides ? Ils ne les ont pas. Ces personnes-là sont en situation de détresse absolue, puisqu'en fait, ils voient arriver la faillite, le dépôt de bilan, et là, c'est terminé. Ils vont perdre finalement les efforts de toute leur vie. Et donc, les aides, ce sont des aides forfaitaires. C'est très difficile, en plus, pour l'État de distribuer des aides à des centaines de milliers de commerçants. Donc, le temps que ça arrive, tout le monde sera déjà mort. Donc, en fait, il est là. Est-ce que c'était nécessaire d'aller aussi loin ? Et est-ce que l'ensemble de ceux qui exercent le beau métier de commerçant sont des gens qui ont voulu reprendre le contrôle de leur vie ? C'était quand même c'est un acte, dans la période actuelle, c'est un acte courageux. Ouais. Eh bien, ces gens-là se retrouvent rayés d'un trait de plume par une décision gouvernementale arbitraire. On avait le choix. Est-ce que les petits commerces qui, finalement, à cause de leur petite surface, sont capables de contrôler la propagation du virus, sont les responsables ? Je ne suis pas certain. Regardez, il y a des grandes surfaces qui sont bondées en ce moment. Les restaurateurs, c'est plus compliqué. Les bars, c'est plus compliqué. Difficile. Les salles de sport également. C'est plus difficile, mais on a déjà des villes fantômes sur tout le territoire français. Le commerce, les services publics ont disparu. Maintenant, les commerces privés sont en voie de disparition. Alors là, maintenant, les derniers lieux de vie, de fraternité, d'échange, que sont les bars et restaurants, ne s'en remettront certainement pas. Ça vous inquiète, ça, pour l'après ? Nous sommes dans une situation... Vous avez parlé souvent de l'effondrement de l'économie qui vient, mais est-ce que vous croyez à une colère qui pourrait s'exprimer après cette crise sanitaire, si tant est qu'elle soit Nous ne finie ? sommes pas dans une crise économique. Là, c'est une sorte de nouvelle grande dépression qui commence, parce que vous avez toutes les personnes qui étaient intérimaires, qui étaient en CDD et qui ont perdu leur emploi, qui maintenant, on voit les fils des soupes populaires qui s'allongent. Les associations d'aide alimentaire disent qu'il y a 30% de nouveaux arrivants et 45% des personnes qui viennent nous voir, on ne les connaît pas, ils ne sont jamais venus. Ouais. Donc vous avez aujourd'hui une pauvreté qui se répand à une vitesse incroyable et un effondrement économique. Les mamans, les mères seules, qui généralement ont un travail qui est à temps partiel, très précaire. Il y a une association en Île-de-France qui a lancé un appel à des dons de lait et de couches pour servir 53 centres de protection maternelle et infantile. Elle est là, l'urgence. Vous avez des gens qui sont dans la panade aujourd'hui. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas de prise d'abord de conscience. Donc, il faut parler des personnes qui sont en difficulté, qui avaient un travail et qui ne l'ont plus. Et on part pour 2 millions de chômeurs supplémentaires. La restauration, c'est 1 million d'emplois. Le tourisme, c'est 3 millions d'emplois. Regardez tout ce qui est à l'arrêt. Tout ça, ça fait 4 millions d'emplois. En admettant que seulement 50% disparaît, c'est 2 millions d'emplois, ce qui se passe en 2021. Et en effet, la France est une cocotte minute, c'est vrai.
Une pétition appelle à boycotter Amazon pour les cadeaux de Noël. On parle du Black Friday, de sauver le commerce, le petit commerce, et de sauver un commerce de proximité. Est-ce que vous signeriez cet appel à boycotter Amazon pour défendre le commerce de proximité et le français ? La première mesure pour défendre le commerce de proximité, c'est permettre aux commerçants de travailler, et donc c'est de réouvrir. Deuxièmement, Amazon, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y a des plateformes françaises. C'est Discount, par exemple, VP, Darty, Fnac. Donc il y a 100 milliards d'euros de dépenses des Français dans l'e-commerce l'année dernière, Amazon, c'est 20%. Donc 80%, c'est les nouvelles attitudes des Français, nouvelles attitudes commerciales. Donc qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut seulement les dépenses et pas les emplois ? Et on va envoyer Amazon en Allemagne, en Suisse, en Italie. Pas de boycott, mais privilégier les plateformes françaises, c'est ça que vous dites ? Moi, j'en appelle au Made in France. J'en appelle au Made in France, comme toujours. Voilà. Et d'ailleurs, si les Français veulent acheter du très bon miel, ils peuvent aller sur bleublancrouge.fr. Merci, madame. Il y a la promotion du livre et du miel. Allez, Jean Castex a dit cette phrase hier. Peut-être que nous avons déconfiné un peu trop tôt. Peut-être que le peuple français a cru que cette épidémie était derrière nous. Alors on se dit, est-ce que c'est un mea culpa ou est-ce que c'est faire porter la responsabilité sur les Français ? Il y a des pays qui n'ont pas confiné et encore moins reconfiné. On a beaucoup à apprendre des pays asiatiques. Je rappelle que Taïwan, 21 millions d'habitants, 4 morts et n'ont pas confiné. Corée du Sud, 50 millions d'habitants, 475 morts et n'ont pas confiné. Ils ont gardé leur économie et n'ont pas eu de mort. En Allemagne, ils n'ont pas tout à fait confiné comme nous et ils ont 4 fois moins de morts pour une population plus importante. Donc on peut quand même réfléchir sur les conditions dans lesquelles on a pris des décisions qui étaient erronées. On peut se faire des félicitations. On peut dire on était formidable, mais je ne crois pas. Voilà. Il y a d'autres exemples. Et on peut peut-être tirer les leçons de ce qui s'est passé. Votre livre, je le disais tout à l'heure, est un pamphlet contre l'appareil d'État. Vous parlez beaucoup de ceux que vous appelez les Bercy Boys, qui tiennent en réalité la boutique. Vous parlez des lenteurs, vous parlez des renoncements. Est-ce qu'à votre avis, cette organisation-là peut survivre à cette crise-là ? Elle a toujours survécu. Elle est très forte. Que vous avez une sorte de cercle invisible et très, très invincible presque de la haute technocratie qui finalement dirige ce pays et qui est une forme d'arrogance par rapport à la société, qui méprise la société et qui la régimente. Mais elle a démontré son efficacité dans la gestion de cette crise. Écoutez, si on regarde la façon dont l'État aujourd'hui est dans l'incapacité de remplir ses missions, la crise du Covid est un exemple d'une bureaucratie ultra centralisée, mandarinale et qui croit diriger la vie des gens. On n'a jamais fait confiance aux médecins de terrain, par exemple, qui, eux, ont des expériences empiriques, qui voient qui soignent, et qui, eux, sont chargés de soigner tous les jours. Par exemple, on s'est coupé, en quelque sorte, d'une sorte de communauté qui est la société française, et on lui impose des règles venues d'en haut, alors que beaucoup de pays ont appris du terrain. La question, c'est elle a toujours survécu, elle va continuer à survivre. Je suis favorable à ce qu'on fasse, c'est peut-être le seul plan social dont je me réjouirais, un plan social au sommet de l'État. On doit mettre à la place de cette corporation arrogante des universitaires, des syndicalistes, des entrepreneurs, des gens qui viennent de la société et qui sont capables de la comprendre, et de comprendre y compris les nouveaux usages. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre livre dont on ne pourra pas parler malheureusement ce matin, mais juste une question très personnelle. On vous a posé 1000 fois la question sur votre engagement et sur la suite. Vous répondez que vous ne savez pas encore et qu'il faut vous laisser du temps. Une question très personnelle. Vous êtes heureux, vous avez parlé de votre miel, vous avez monté votre entreprise, vous avez levé des fonds, vous avez récupéré une vie, vous levez moins tôt le matin pour venir sur des plateaux de télé. Qu'est-ce qui pourrait vous obliger, d'une certaine manière, vous donner envie d'y retourner dans ce chaudron que vous avez décrit ? Si vous voulez, on a j'ai une inquiétude, et je la partage avec beaucoup de Français, c'est que le pays est en train quand même de prendre un très mauvais tournant. Il est en train même de s'écrouler économiquement. C'est ça qui pourrait vous donner envie d'y retourner ? Non, mais c'est pas ça. C'est que quand la forêt brûle, est-ce que vous restez chez vous à caresser votre chien ou est-ce que vous allez donner un coup de main aux pompiers ? C'est la réflexion que j'ai, tout simplement. Comme beaucoup d'entre nous, enfin, je veux dire, quelle que soit la place qu'on occupe dans la société, peu importe. Cette question, elle est posée. Je cherche, comme tout le monde, je réfléchis à un nouvel engagement. Quelle forme il prendra ? On en reparlera le moment venu. Pour l'instant, je l'ignore. Ce que je note, c'est que les idées que j'ai défendues, le Made in France, la démondialisation, la Nouvelle République, sont des idées qui sont maintenant dominantes et majoritaires. Donc il va bien falloir les mettre au pouvoir un jour. Espérons-le. Merci beaucoup, Arnaud Montebourg. Merci à vous.